Bonjour à tous. Bonjour à tous, je m'appelle Vincent Réveillac. Je suis directeur commercial pour l'Europe du Sud des solutions Google Maps for Business. Je suis ravi de vous accueillir si nombreux à cette session Atmosphère Géo. C'est une session qui prolonge une série d'événements que nous menons avec nos clients depuis une semaine. Et je suis vraiment ravi de vous accueillir ici. J'ai rejoint Google il y a un peu moins de 3 mois. Et il y a 2 choses qui m'ont frappé depuis que j'ai rejoint Google. La première, c'est que j'ai intégré une équipe de gens passionnés par la géo. L'équipe géo que j'ai le plaisir de diriger sur l'Europe du Sud, c'est vraiment une équipe qui vit la donnée géographique, qui vit les cartes au quotidien. Je crois que j'ai un peu pris le virus depuis moins de 3 mois et j'espère qu'on pourra le partager un peu avec vous. La deuxième chose qui m'a beaucoup impressionné, c'est en vous rencontrant des prospects, des clients, c'est de voir comment l'utilisation de cartes, comment l'utilisation de données géographiques, l'utilisation de données de géolocalisation peut transformer une partie de votre business. Que ce soit en externe, vis-à-vis de vos clients, la façon dont vous communiquez, ou que ce soit en interne, ça change un petit peu la façon dont vous pouvez prendre des décisions, la façon dont vous pouvez gérer vos ressources, ou ça peut même vous amener à créer des nouveaux types d'applications. Voilà, c'est toute cette passion et tous ces nouveaux usages, toute cette transformation digitale par les cartes qu'on espère partager avec vous cet après-midi. Alors, je n'ai pas passé 20 ans dans le vin, j'ai fait un break d'1 an. Je vous ai parlé tout à l'heure de mon équipe, qui était une équipe de gens passionnés, donc je vais les appeler sur scène. Je vais appeler Marie Meiri, Gilles Davidovitch et Fabien Massé. Vous pouvez les applaudir. Alors, on va rentrer petit à petit dans le sujet géo, mais on va le faire de manière un petit peu ludique. Et je vous propose de regarder le mode d'emploi de notre jeu avec un petit extrait d'un film qui vous rappellera des choses pour certains. La raquette rouge signifie non et la raquette verte signifie oui. Draguer un collègue stagiaire, rapporter de la nourriture de l'entreprise, boire une bière avec son patron. Un pétard. Les stagiaires, dès le 26 juin au cinéma. Bon, vous avez compris, on va vous poser quelques questions relatives à la géo. Vous n'êtes pas d'accord, paddle rouge. Vous êtes d'accord, paddle vert. Marie, tu veux bien poser la première question ? Oui. Je te donne ton paddle. Merci. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, déjà prenez tous vos paddles, pardon. On va vous laisser 2 secondes pour vous équiper. C'est bon ? Vous avez tous votre petit panneau, c'est bon ? Bien. Les questions seront un peu plus sérieuses que dans le film. Alors, première question. Vrai ou faux, chaque mois, 200 millions de personnes dans le monde utilisent Google Maps en mode mobile. Vrai ou faux ? Je vois une marée verte. Ah oui, dis donc. 2-3 rouges, pas plus. Marie ? Eh bien, la réponse, c'est vrai. Bravo. Bravo. Effectivement. 200 millions à peu près de personnes utilisent Google Maps sur un terminal portable, ce qui fait à peu près, en dédoublonnant, pas loin d'1 million d'utilisateurs par an. Fabien, la deuxième question ? Alors, la deuxième question, vrai ou faux, 35% des collaborateurs en entreprise ont facilement accès à des outils géoprofessionnels pour prendre des décisions et faire des analyses géomarketing ou géologistique. Alors ? Là, c'est un petit peu plus dur de voir une tendance. Je dirais qu'il y a 3/4 de rouge. Allez, non, 80... Oui, ça change là. Ouais. On vous a peut-être donné un indice. C'est quasiment tout rouge maintenant. Oui, effectivement. Fabien ? Alors, la réponse, c'est faux, effectivement. C'est 5% des collaborateurs en entreprise. Donc, vous allez le voir, là, c'est effectivement, nous, ce qu'on veut changer. Donc, on va essayer de vous expliquer comment on veut arriver à changer ce paradoxe. Troisième question. Voilà, y a-t-il 1 million de requêtes qui sont servies par seconde le soir de Noël avec Google Maps pour suivre le Père Noël, pour que les enfants du monde entier suivent le Père Noël. 1 million de géorequêtes secondes. Et c'est une marée verte. Marée verte. Est-ce que la marée verte a raison ? Vous êtes sûr ou pas ? Je suis pas sûr, moi. Réponse ? Eh bien non. C'est pas 1 million de géorequêtes secondes, on fait mieux que ça, c'est 2 millions de géorequêtes secondes servies dans la nuit de Noël grâce au back-end de Google et à son infrastructure dont on reparlera tout à l'heure. Du Père Noël. Pardon ? Du Père Noël. Et grâce au Père Noël, évidemment. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci Gilles, Fabien et Marie.
On va rentrer un peu plus sérieusement dans le sujet géo. Je vais appeler sur scène une personne qui a un job assez sympa chez Google. C'est quelqu'un qui aime beaucoup voyager. J'ai un peu discuté avec lui tout à l'heure. Il a fait l'équivalent d'un aller-retour de la Terre à la Lune. Je crois que la semaine dernière, il était aux Émirats arabes. La semaine prochaine, demain, il est à Majorque. La semaine prochaine, il est aux US. C'est quelqu'un qui est ambassadeur de l'offre géo pour Google. Donc, il voyage à travers le monde pour parler de nos solutions. Alors, sa présentation va être en anglais. Je suis désolé pour ceux que ça peut importuner. Chacun des animateurs de table dispose d'un script. Vous verrez, c'est assez court, c'est 20 minutes, et c'est une présentation qui est très visuelle. Donc, je vous demande d'accueillir et d'applaudir Ed Parson, qui nous fait la gentillesse et l'honneur d'être avec nous. Thank you very much for that introduction, and again, I apologise for my lack of French language skills. I hope the script works for those of you that can't make sense of what I say. If I'm going too fast, perhaps you'll use your paddles and start waving at me to say to slow down. I've got about 10 or 15 minutes to try and inspire you a little bit about the future of mapping, certainly from Google's point of view, but I think more broadly from an industry perspective. And it's an idea of maps becoming ambient, becoming something that is everywhere. Well, you could argue we're almost at that point already. But perhaps this next slide, I think, will really, hopefully excite you. I can't promise you a trip on Virgin Galactic, but I think there is something about the technology that we use in terms of geospatial technology, in terms of maps, becoming a really important component in the next generation of the internet. You've probably heard of this concept of the Internet of Things. And towards the end of the presentation, I hope I'll be able to demonstrate how the technology that we use in terms of Google Maps and the location determination technology that we're beginning to make more and more use of actually will play a really important role in this huge new opportunity that is the Internet of Things. But first off, let's look at actually where we are today in terms of the success that we've had in rolling out geospatial technology beyond the traditional market of GIS professionals, of cartographers. The idea that we can produce a map of everywhere and have a map of everywhere at our disposal, something that's easily accessible to us wherever we travel. Now, you've heard I travel a lot. Having this technology available to me just as an individual has changed the way I live my life. It impacts me almost every day because I no longer plan when I travel. I know I will be able to pull out my mobile device, my phone, or go online and I'll have a map of wherever I'm traveling to. So you wouldn't be surprised that I can pull up a map of Paris and find out the details of every street, whether it's a one-way street, where the metro stations are, and so on. We take this for granted. We assume that we visit any city in Europe or North America and we'll have a map like this available to us. For us, it's important that this mapping is universally available. It's accessible wherever we travel, whichever device we're using. So yes, of course, we'll have a map of Paris, but I also want to have a map of this city. This is Windhoek in Namibia. It's the capital of Namibia. Taken at the same level of zoom, the same level of detail that we were looking at of the map of Paris. And you can see it looks very similar. Obviously, it's a very different city, much less sophisticated, metro system and so on, but the same level of detail. Here's another city. This is an interesting one. This is Manaus. This is a city in Brazil. And this is where England are playing their games in the World Cup next month. They'll only be there for 3 weeks, so it's not somewhere that we need to know very much about. England, being a football team, will be there, we'll go. We won't be there very long, don't worry. Not like France. No? No? Okay.
We'll see, okay? But here we are, in the middle of Brazil, Manaus, same level of detail that we saw in Paris, we saw in Windhoek. Here's a really interesting place, though. I wouldn't be surprised if no one recognizes this. This is the country of Tuvalu. Tuvalu is a small island in the Pacific. It's about the 220th smallest country in the world. Only is around 60, 70 square kilometers. You can see the main town is largely an airport. There's an airfield here, a few streets around it. At maximum relief, maximum height above sea level, it's only 5 meters. So this is probably the first country that will disappear as a result of climate change. It will be flooded eventually with sea level change. But nevertheless, in Google Maps, we had that same level of detail available to you if you were going to travel and visit Tuvalu. Well, let's imagine that we have done that. We've gone to Tuvalu. And we want to look at beyond the simple map that we take for granted that's going to be there. Because Google Maps is more than just a map with that level of detail. If I go to Tuvalu, I also want to be able to see satellite imagery. And we have satellite imagery in aerial photography literally covering the whole globe. Now, at various times over the last 10 or 20 years, you can switch between different dates. It's amazingly powerful, though very few of us have had the true opportunity of looking down from 10,000 feet, from 5,000 meters or whatever, looking at the ground. We can actually recognize that this is the archetypal desert island. It's very tropical, lots of coral, lots of palm trees. We get that sense from the image. We can also, of course, look at Street View. Now, we haven't driven a Street View car in Tuvalu, but our users, through their mobile phones and their photography, have contributed imagery that gives us a sense of actually what would it be like to be standing on that beach in Tuvalu. And there are hundreds of millions of geocoded photographs available to us in Google Maps, allow us to see this. And this is very powerful because it gives us a real sense of what the place feels like. I could show you a picture of probably any city in Europe, and after a minute or so looking at it, you'd almost be able to tell me which city it was, because there's something about the architecture, about the types of cars, that we get a real sense of place from these sorts of pictures. So having that there for Tuvalu gives you a real sense of what it would be like to visit. Well, obviously, we want to find out a little bit more detail about the features that are on the map. We've pulled up now, by clicking in this case, on the Lagi Hotel. Turns out that, if we wanted to stay, clearly we'd need a hotel. And it appears that this is the only hotel in the country. So we wouldn't have much choice. This will be the hotel that we stayed at. And fortunately, it has 4 stars. So it's okay as hotels go. But that's another piece of information that is important to us in our decision-making process. We want to know how far A is from B, but we also want to know qualitative information that other people have contributed to say, this is a good restaurant, this is a good hotel, this is a good place to visit. It's another part of what maps are about today. Okay, let's assume then we're staying at this hotel. And we want to find out what's around us. We want to do local search. We want to get directions. We want to be able to interact with the map, to go beyond just looking at it, for the map to start answering questions for us. So let's say, well, we want to search around the hotel and find a nearby restaurant. Well, we can do that. Tells us here's the J. Wright Ocean restaurant that we could go and visit. And if I want to get driving directions, I will get driving directions. Admittedly, it's a pretty simple choice here. I have 2 main roads I could take. And if there was traffic congestion, unlikely on Tuvalu, but you never know, it would route us based upon the real-time traffic conditions that we get from sensing people's mobile phones as they anonymously move around.
works in the same way, even if you're on Tuvalu, in the same way that it would work in Paris or in New York or in Sydney. That universal access to the mapping and the ability to interact is so important. Okay, well, let's say I'm at the hotel. I've been from the hotel, I've gone to eat at the restaurant, and I meet a very important venture capitalist who says, Ed, I want you to leave Google. I will pay you 10 million euros. Just give me a presentation about your idea. So I go and I grab my laptop, which is a MacBook, and disaster. I find that I've missed the dongle that I need to plug into the projector at the hotel. Has it ever happened to you? Any one of you got a MacBook? I'm so paranoid, I carry 2 of these with me. But let's just say, in this time, I forgot my adapter. So here I am on Tuvalu. I need to make a really important presentation. I've forgotten my adapter. It's okay, Google Maps. Just got to search for the nearest Apple store to go and get a new adapter. Turns out the nearest Apple store is in Hawaii. Not a problem. Google Maps will help me get to Hawaii. It's looked and it's interacted with a database of real-time flight schedule information, and it tells me that to get to Honolulu, where the Apple store is, it's going to take me 19 hours and 45 minutes. It's going to involve quite a few changes in flights. Again, this is all in Google Maps now, going via Fiji, eventually getting to Honolulu. But if I get to Honolulu Airport, then how do I get to the Apple store? Well, that's okay. I can work out that there is a bus route that goes from Honolulu to the shopping mall where the Apple store is. It will take me 1 hour and 46 minutes, and it's quite reasonable. It's not going to cost me very much to get there. Perfect. So I fly. 19 hours later, I arrive at Honolulu Airport. I can pull out my mobile phone, and I now get a map, actually the inside of the airport terminal. Tell me where I'll need to go to get my coffee that I will need after 19 hours travel. Admittedly, it's only Starbucks, so it won't be wonderful, but it will be okay. And look, there's where the bus stop is to get the bus into Honolulu. And when I get to the mall, I get walking directions from the bus stop directly to the Apple store to buy my dongle. It's been quite an expensive trip to get a dongle, but that's one of those things. But what I'm showing you here, obviously, slightly amusingly, I hope, is this idea that the map is something that I use, I interact with, it solves day in, day out problems, and I can do it with data that is global, that covers the whole world, at a level of detail that will get me from a restaurant in a Pacific island to an Apple store in a shopping mall 20 hours away via flights. All of that information in real time, changing as the world changes around us. Next thing I wanted to talk about is how we portray this information. In cartography, often less is more. And this map is iconic. You might recognize it. It's the prototype of the London Underground map that was designed not by a cartographer, but by an electronic engineer who stripped out the complexity of the real world to make a much simpler map representation. And we do that today. This is a map of the area of London by the museums in Kensington. And this is the map, generally looking at it, if I was just panning around looking at the map of London. But if I search specifically for the Science Museum or the Natural History Museum, this is what I now see. It's a slightly different map, and I'm going to flick between the two, and you'll notice that what's displayed on the map changes. The actual underlying cartography changes depending upon what the map is displaying. That's something new in the new version of Google Maps. We change the map. We make different features more important depending upon what you're looking at and fade out other features because they become less important if you want a map of museums.
That problem gets even more important if you're wearing a device like this. This is Google Glass. You can't portray a very detailed map on the small heads-up display. So we have to think differently about how we represent the information. This is my street where I live in London. When I switch on Google Glass, by default, it tells me what the local weather conditions are. 16 degrees, not raining, so you can tell it wasn't today. It's going to get to 17 degrees. But if I want to get to a local shop, for example, or just want directions, this is the map that I get portrayed to me, very simplified. It says, if you leave now at 5:40, you'll arrive at 5:48. Your journey will involve walking a little bit and then taking a train. Very simplified, almost tube-like description of my journey. I can portray as a traditional map, but it's much simplified than the map that you might be more familiar with. And obviously, as I'm walking around now, that map can change with my context, so I get different directions as I move around. A lot of this is being powered by an infrastructure that we use and allow others to make use of. This is a map that is being created by the World Resources Institute that looks at forestry change in almost real time over the last 30 years. And you can drill down and look in detail at any particular part of the world and see where forest has increased or decreased, and you can change the time slider along the bottom to see more detail. It's because we're using the same systems, the same computers behind the scenes. We can store very large volumes of data. We can store data that changes in real time. This is a Plane Tracker, which is a website that you can follow airliners in flight. And obviously this was very popular around the unfortunate demise of the Malaysian airliner. But it is interacting with global data sets that are changing in real time, using maps to provide that background context. Or we might be displaying information like this, which is broadband adoption across Europe. Again, communicating a message very simply. A lot of this is powered by the fact that we know about individuals. We have now maps for each person, customized for our own particular interests. This is a map of New York. You can see I'm not signed in. If I sign in, this is the map that I see. It's a different map. It's my own personalized map of New York, based on the places I visited, based on what my friends have commented on. Now, if you go to Google Maps yourselves and you've signed in using your Google account, you will see your own personalized map. It's based upon the places that you're interested in, what you visited. And that's increasingly going to be more and more the case. It allows you to do things like this, to say, okay, if I know that you regularly commute on a particular piece of road, I can let you know when something happens on that road that's going to change your commute. I can present it to you on your mobile phone, or in the future I can present it to you on some other wearable technology where, again, that same message will pop up on your phone to tell you, okay, you've got a little bit longer for breakfast, or you maybe need to learn maybe to leave sooner because the traffic conditions have changed. The final thing, then, and this is where that Internet of Things connects, is this idea of a map of everything. At home, I have 47 devices connected to my Wi-Fi network. Think about it. I don't know how many you have. Maybe I'm an extreme case that I have 47. But think about it yourselves. How many laptops, smartphones, other devices you have connected. What I'm most excited about at the moment are these devices. You may be aware that we purchased Nest last year. Nest make a thermostat that connects to the internet and a smoke detector. I can tell you at the moment, by looking at the Nest app I've got running on my phone, that the temperature at my home is 18 degrees, the heating isn't on, and the outside temperature is 12 degrees. I could turn the heating on and off using my phone. But what's really exciting is that the device itself senses when people are home or not. And if people have been out for the day, it will automatically turn down the heating, knowing that there's no point heating the home if no one's there.
a child, if you like, a poster child of the Internet of Things has always been this idea of the internet-connected fridge. Everyone talks about the internet-connected fridge that's going to be, everyone's going to have a fridge that's connected to the internet. Why would you do this? Well, every time you open the door of the fridge becomes less efficient. So fridges are designed for the idea that people open the doors all the way during the day. If the fridge knew that there was no one home, it could reduce its power consumption by about 20%, knowing that no one was going to open the door. An intelligent fridge could cut your electricity bill by about 20%. Nearly, I've got 20 seconds, it says here. Okay. In conclusion, then, I like to think of this idea of geo-DNA, a little bit of geotechnology in all sorts of new applications that we build. The geo may not be obvious. It might not be a map. It might be something small, like the fact that detector, the thermostat knows when people are nearby, knows when I'm traveling and getting close, can turn the heating up. That can make a big difference. All of those connected together could build a smart city. But to do this, for you, for our partners, you don't need to start from the ground up. Stand on our shoulders. We've built much of this infrastructure already. Much of the infrastructure that Nest uses, lots of these new applications, are built on top of Google Maps and the APIs that we've introduced, and you'll hear much more about those this afternoon. And that's my concluding point, that this technology is going to be really key in many of the new developments of the internet in the future, but you've already got a platform that you can build on top of. We're really keen to work with you doing that, and I think it's going to be an exciting few years as we develop this technology. Thank you very much. Bonjour à tous. Donc, je suis très impressionné de savoir que Ed a 47 devices connectés sur le Wi-Fi. Je pensais être pas mauvais à la maison, mais là, je dois dire que je suis battu à plat de couture. Donc, comme vous l'a dit Ed, vous avez tous compris que Google Maps, c'est pas simplement une carte. C'est bien plus que ça. C'est un contenu très riche, très important. Ça commence par l'imagerie, c'est Street View, c'est la fourniture de points d'accès, c'est la fourniture d'informations de trafic. Et en fait, voilà, Google Maps a été lancé en 2005. Donc en fait, ce qu'on vous présente aujourd'hui et cette richesse de contenu que vous avez avec Google Maps, ça a simplement 9 petites années. Vous avez ici une copie d'écran de la toute première version bêta de Google Maps en 2005. Donc voilà ce que c'était quand ça a été lancé en version bêta. C'était l'Amérique du Nord, c'était l'Angleterre, c'était l'Irlande. Et ça permet de mesurer un petit peu le chemin qui a été accompli depuis 9 ans autour de Google Maps et ce que Ed vous a présenté. Et une chose que je peux vous dire, c'est qu'on ne va pas ralentir et on ne va pas décélérer en termes d'innovation, d'enrichissement. Ed ne l'a pas présenté comme ça, ne l'a pas dit comme ça, mais une de nos missions, c'est vraiment de vouloir cartographier, photographier chaque mètre carré de la planète. Ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est la tendance et le phénomène que les anglo-saxons appellent location. Donc attention, en français, c'est un faux ami. La traduction la plus proche, c'est localisation. Où on pense que pour vous, entreprise, c'est une réelle opportunité d'améliorer les services que vous apportez à votre client, d'améliorer votre efficacité opérationnelle, ou bien encore de gagner en part de marché. Donc je vais passer un peu de temps à vous expliquer pourquoi cette tendance, pourquoi elle est importante, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça devient une tendance et ça ne l'était peut-être pas encore il y a 3 ou 5 ans, au travers d'exemples clients. Alors commençons avec quelques chiffres. Donc, vous en avez vu tout à l'heure quelques-uns au travers du petit jeu avec les paddles. Mais aujourd'hui, quand on analyse les requêtes qui sont faites sur le moteur google.com, donc sur la barre Google, on s'aperçoit que 30% des requêtes qui sont passées ont une intention locale, ont une connotation géographique. L'utilisateur cherche à positionner dans l'espace, sous forme géographique, l'objet de sa requête. 41% des utilisateurs de l'Internet utilisent régulièrement Google Maps, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a chaque mois un peu plus d'1 milliard d'utilisateurs différents, uniques, qui utilisent les services Google Maps. Et ça vient en complément des utilisateurs qui se connectent à des sites web partenaires et qui embarquent une carte Google Maps. Alors pourquoi ces chiffres? C'est important à 2 titres. La première chose, pourquoi c'est important, c'est parce que c'est la familiarité que nous avons tous en tant qu'utilisateurs individuels à utiliser l'environnement Google Maps ou l'environnement Google Earth.
Donc ça, c'est un premier point très important parce que si vous offrez à vos clients, à vos utilisateurs internes, un point d'entrée qui utilise la cartographie, ils vont connaître l'environnement, ils n'ont pas besoin de formation, ils se repèrent tout de suite. La deuxième chose, et vous le savez tous, vous le vivez dans vos entreprises, vous le vivez en tant qu'individu, on voit de plus en plus de ponts et de passerelles entre les outils qu'on utilise à la maison en tant qu'utilisateur particulier domestique et les outils qu'on veut voir en entreprise ou qu'on retrouve en entreprise. Donc le fait que, en tant qu'individu particulier, on recherche de plus en plus l'information sous forme géographique, fait que vous pouvez sûrement anticiper que pour vos utilisateurs ou vos clients, ils seront plutôt contents de retrouver aussi ce mode de fonctionnement et ce mode d'interaction avec votre système d'information. Alors qu'est-ce qui fait aujourd'hui ce phénomène de localisation est en train d'exploser ? C'est la disponibilité d'un certain nombre de technologies qui font qu'on peut se géopositionner très facilement. La première d'entre elles est la plus importante, et je vais m'arrêter là, mais c'est évidemment l'émergence des terminaux mobiles, des téléphones mobiles. Vous voyez ici qu'1,2 milliard d'utilisateurs dans le monde ont accès à un téléphone mobile, et dans les pays occidentaux, c'est évidemment un équipement très important en smartphone, qui fait que le smartphone vous offre de nouvelles applications, mais offre le géopositionnement également. Alors pour nous, côté technique, la localisation ou le géopositionnement, c'est la collecte d'un certain nombre de signaux. Ça peut être des signaux GPS, des signaux Wi-Fi, des signaux cellulaires. Pour l'utilisateur, c'est un point sur une carte. Et en fait, ce qu'on veut changer, c'est l'exemple que décrivait Ed tout à l'heure quand il voulait chercher un restaurant ou un hôtel. C'est qu'on veut aller plus loin que ce point sur une carte, mais ce qu'on veut faire, ce qu'on veut montrer, et là c'est l'exemple très simple et c'est le même que Ed, c'est si je veux organiser un dîner d'affaires autour du bureau dans un périmètre de 2 km, je veux avoir accès à un contenu qui me dit quels sont les restaurants qui sont dans ce périmètre de 2 km, qui peuvent être même catégorisés entre les restaurants cuisine française, italienne ou asiatique. Et puis, depuis la carte, je peux même aller à l'intérieur du restaurant pour voir si l'environnement, le cadre me plaît. Donc, vous comprenez le message ici. Ce qui est important, c'est qu'on vous fournit, au travers de notre infrastructure de l'environnement Google Maps, tout un tas de contenus dont vous pouvez tirer parti. Ce que l'on veut savoir, c'est que l'on veut savoir qui est l'utilisateur, ce qu'il veut faire, où il va, de façon à lui présenter une information pertinente pour réaliser une action. Donc maintenant, je vais vous brosser, pour rentrer un peu plus dans le concret, je vais vous brosser 4-5 exemples de divers secteurs d'activité qui ont mis en œuvre des projets liés à la localisation ou qui ont intégré des services de localisation ou qui sont en cours de réflexion pour vous donner quelques idées. Je vais commencer par l'assurance. Je vais commencer par un de nos clients qui est Allianz en Allemagne. Comme beaucoup de compagnies d'assurance, ils offrent des contrats d'assurance automobile. Et partie de ce contrat d'assurance automobile, c'est la fourniture d'un service d'assistance. Donc vous tombez en panne, vous avez un accident, vous pouvez appeler le service d'assistance pour qu'il vous envoie une dépanneuse ou un autre type d'intervention. Donc ça, vous êtes tous habitués à ce genre de service vous-même. C'est quelque chose qui existe depuis de longues années. On pouvait téléphoner et faire appel à l'opérateur pour qu'il nous envoie une dépanneuse. Donc eux ont décidé d'améliorer le service qu'ils rendent à leurs clients en fournissant une application mobile sur smartphone où l'usager, l'assuré, quand il est en panne, peut demander directement, sans avoir à appeler le call center, appeler une assistance. Évidemment, l'opérateur, lui, reçoit cette demande, peut positionner la personne sur sa carte en même temps que voir où sont les différentes unités d'intervention, les dépanneuses, celle qui est la plus proche pour l'envoyer. Mais ça va un petit peu plus loin aussi, c'est la photo que vous voyez en bas. L'opérateur dans le call center va utiliser Street View pour avoir des éléments de contexte, où se situe l'assuré, où est-ce qu'il se situe. Et ici, le cas précis, c'est qu'il y a une voiture qui est en panne dans une allée. Et donc, il faut envoyer une dépanneuse qui est suffisamment étroite pour rentrer dans l'allée. Donc là, on est dans l'amélioration d'un service existant, on est dans de l'incrémental. Deuxième exemple que je veux vous mentionner, c'est le monde de la distribution, du retail. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est encore exploratoire pour les acteurs du retail. C'est ce qu'on appelle l'indoor mapping ou l'indoor localization. Donc aujourd'hui, on sait faire une cartographie à l'intérieur des bâtiments. Encore une fois, ça vous a été montré par Ed, mais on sait aussi positionner soit des objets ou des personnes à l'intérieur de ces bâtiments. Là, on a la technologie, ça s'appelle e-beacon, il y en a d'autres qui arrivent.
Et il y a des expériences aujourd'hui, des prototypes qui sont en cours de mise en œuvre en France, en Angleterre, en Allemagne. Je vais vous donner quelques exemples d'usage pour que vous voyez un peu l'intérêt. En France, il y a un hypermarché qui a décidé d'équiper tous ses rayons, toutes ses étagères d'étiquettes magnétiques qui permettent de positionner chaque étiquette géographiquement dans le magasin. Donc moi, en tant que client, quand je veux acheter un article, depuis la maison, je consulte encore une fois mon application sur mon smartphone. D'abord, je suis informé que l'article est bien en rayon. Et quand j'arrive dans le magasin, je me fais guider par l'application directement au bon rayon pour trouver l'article. Ça, c'est un des usages auxquels ils pensent. Le deuxième usage auquel ils pensent, c'est ils essayent de fidéliser leurs clients. Enfin, il faut mieux qu'essayer, ils fidélisent leurs clients. Quand je rentre dans le magasin, je pourrais recevoir directement sur mon smartphone des coupons de réduction pour un certain nombre de rayons dans le magasin. Voilà, et je suppose que mon imagination n'est pas suffisamment fertile pour imaginer tous les cas de figure que le monde de la distribution est en train d'imaginer avec l'usage de ces technologies de localisation. Je vais passer rapidement sur celle-là, sur la bonne vieille pizza livrée à domicile. Là, l'idée n'est pas de mettre un tag sur la boîte de pizza pour suivre la pizza sur sa mobilette entre la pizzeria et mon domicile. L'idée, c'est plus de faciliter la prise de commande. Appeler un magasin de pizza, pour reprendre l'exemple encore une fois d'Ed, à une demi-heure du coup d'envoi de la Coupe du Monde, de la finale de la Coupe du Monde de football, vous allez peut-être patienter un petit moment avant d'avoir un opérateur qui va prendre votre commande de pizza. Donc ce qu'ont imaginé aujourd'hui les vendeurs de pizza, c'est encore une fois la fourniture d'une application mobile ou d'une application Internet. Vous rentrez la pizza que vous voulez avoir, mais surtout vous avez plus d'adresse à saisir, il vous propose l'adresse, puisqu'il sait où vous êtes, il vous dit est-ce que vous êtes bien à telle adresse, oui ou non. Et ça me permet donc de me faire livrer, d'être toujours avec le même marchand de pizza, de me faire livrer à la maison, au bureau ou chez des amis, sans avoir à ressaisir l'adresse. Un point peut-être plus impactant dans le monde du transport et de la logistique. Ici, j'ai pris l'exemple de la société Maersk, donc, qui est une société danoise de fret maritime, transport de containers. Donc, ils ont quelques dizaines, voire centaines de bateaux, mais surtout, ils manipulent quelques millions de containers chaque année. Aujourd'hui, ils ont accès à la technologie pour équiper une grande partie de leurs containers de puces GPS et de pouvoir traquer en direct live ces containers. Ça va leur permettre peut-être d'avoir un meilleur suivi également des containers qui ont tendance à disparaître dans les ports. Et ça peut m'aller plus loin. Prenez un container réfrigéré. Quand le container va être à moins de 2 heures du point final de livraison, on va pouvoir passer du mode congélation à semi-congélation. À moins d'une demi-heure du point final de livraison, au mode température frigorifique normal pour que le client final puisse utiliser directement les denrées. Donc voilà un service nouveau grâce à la localisation. Et le dernier qui date, j'ai ajouté ce slide-là ce matin parce que la semaine dernière, j'étais à l'étranger, j'ai eu l'occasion de prendre une voie rapide, la même voie rapide à plusieurs reprises. Et le long de cette voie rapide, il y avait des panneaux publicitaires digitaux. Et à un moment donné, je me suis retrouvé bloqué, mais vraiment dans un bouchon, tout à fait arrêté. Et j'ai eu la surprise de voir que le panneau publicitaire qui était à 10 mètres devant moi affichait un contenu qui était avec beaucoup plus dense, beaucoup plus de lignes à lire. Donc 4-5 lignes qui auraient été impossibles à lire si je roulais à 90 ou 100 km/h. Et donc là, on est typiquement dans l'objet connecté qui utilise du contenu de type trafic pour réaliser une action particulière. Et donc c'est ce que vous disiez, Ed, tout à l'heure. On est en train de rentrer dans l'ère des objets connectés où vous allez collecter de plus en plus d'informations et la collecte de ces informations va vous permettre, encore une fois, d'interagir, de réaliser certaines actions qui vont impacter vos métiers, améliorer le service que vous proposez. Il a présenté les Google Glass, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est le monde vers lequel on va, c'est les fameux outils, les objets connectés que l'on va avoir sur nous. Il y a les Google Glass, il y a les montres connectées. Vous avez peut-être entendu parler des Google Lens, donc ce sont des lentilles de contact à destination des diabétiques pour mesurer en temps réel leur niveau d'insuline. Là encore une fois, c'est de plus en plus d'objets connectés. On sait qu'à horizon court terme, on va avoir 50 millions, 100 millions, peut-être plusieurs milliards d'objets connectés. Cette information, vous avez la possibilité de la récupérer, de la collecter dans vos métiers. Il faut se demander qu'est-ce qu'on va en faire. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces données? Comment on va les analyser? Comment on va les processer? Comment on va en tirer parti pour impacter vos métiers? Donc on va rentrer dans l'ère du big data. On y est toujours, vous en avez tous entendu parler, c'est le pétrole de demain. Et c'est pourquoi, chez Google, on pense que
Avec la plateforme Maps for Business que l'on propose, on est idéalement positionné pour vous accompagner dans la mise en œuvre de services qui intègrent la localisation. Et pour cela, on a une infrastructure qui vous offre aujourd'hui un grand nombre de contenus. Donc c'est ce que Ed vous a présenté. Je suis bien, ça va. C'est ce que Ed vous a présenté entre la cartographie, l'imagerie, des points d'accès, des points d'intérêt. Il y a plein d'autres choses. Vous pouvez bien évidemment stocker vos propres couches de données sur notre infrastructure pour compléter. On offre au-dessus de cette plateforme de stockage et de processing une gamme complète de services web pour bâtir des applications qui vont vous permettre de mieux visualiser, analyser, mieux décider, qui vont vous permettre de mettre en place les dernières technologies de tracking d'objets, de véhicules ou bien de vos forces terrain qui sont en mouvement, et qui vont aussi vous aider à bâtir de nouvelles applications pour mieux communiquer, mieux interagir et mieux engager avec vos clients. Donc si j'avais une demande à vous faire aujourd'hui, c'est réfléchissez à ces cas d'usage, réfléchissez à vos métiers, au type de données que vous avez déjà dans vos data centers. Vous avez beaucoup d'informations qui sont géolocalisées. Réfléchissez aujourd'hui comment ces données, vous pouvez les exploiter différemment pour les présenter différemment et interagir différemment avec vos clients et vos utilisateurs. Voilà, j'en ai fini de cette présentation. Je pense qu'après une telle présentation, il vaut mieux voir la réalité et la démonstration. Brice, est-ce que tu me rejoins? Complètement, Oui. me revoilà. Merci encore et un grand applaudissement, s'il vous plaît.